Dans l'actualité ce soir, un affrontement entre deux clans font 4 morts et des blessés à Zouaga dans le centre-est. Tout serait parti de l'exécution d'un rite coutumier entre ces deux clans, chacun se réclamant d'autorité pour exercer le rite en question. Le gouvernement qui a dépêché une mission sur le terrain appelle au calme et à la retenue, mais aussi à la cohésion. Des détails à suivre dans ce journal. Dans ce journal, des cas d'excision signalés à Périgouan, dans le sud-ouest du Burkina, sur dénonciation d'un directeur d'école. Mais dépêchés sur les lieux, les forces de l'ordre n'ont trouvé sur place ni les présumés excisés, ni les éventuels auteurs. Des recherches sont en cours pour pouvoir mettre la main sur ces fautifs, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, le collectif citoyen pour la science et le développement durable dénonce la suspension de la production du coton génétiquement modifié au Burkina depuis 2016. Face à la presse, à Bobo Dioulasso, les responsables du collectif appellent à la levée de cette suspension au motif que le coton BT présente de nombreux avantages. Vous les entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, l'Espagne, la France et l'Allemagne se mêlent de la crise au Venezuela. Ces 3 pays viennent de donner un ultimatum de 8 jours à Nicolás Maduro d'organiser de nouvelles élections en le menaçant de reconnaître l'opposant Juan Guaido comme président du Venezuela. Mais à la vérité, le monde entier se divise sur l'attitude à adopter. La Russie, la Turquie, la Chine ou encore le Mexique ne reconnaissent que Nicolás Maduro comme président élu du Venezuela. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Crise à Zouaga dans le centre-est, une affaire de chefferie coutumière tourne au drame. Selon des sources concordantes, au moins 4 morts et 4 domiciles incendiés avec de nombreux blessés entre hier, vendredi et ce samedi, dans des affrontements qui opposent 2 camps. Tout serait parti de l'exécution d'un rite coutumier entre ces 2 clans, chacun se réclamant d'autorité pour exercer le rite en question. Le gouvernement burkinabé a dépêché une mission conduite par le ministre de l'administration territoriale, Simeon Sawadgo, sur les lieux pour appeler au calme et tenter d'apaiser les esprits. Aux dernières nouvelles, le calme serait revenu à Zouaga. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions sur cette actualité. Et puis, ce communiqué du gouvernement, avant de poursuivre, le samedi 26 janvier 2019, aux environs de 5 heures, un camion en provenance du Burkina Faso et transportant du bétail est entré en collision avec un mini-car de transport de passagers à Kawara, en territoire ivoirien. Le bilan provisoire fait état de 15 morts burkinabés et 7 blessés graves évacués dans les structures sanitaires de Korogo, en République de Côte d'Ivoire. L'ambassade et les consulats du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, en concertation avec les autorités ivoiriennes, ont pris les dispositions et les diligences nécessaires pour l'identification et la prise en charge des victimes. Le gouvernement déplore les pertes en vie humaines. Il présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement remercie les autorités ivoiriennes pour leur collaboration et leur disponibilité. Il salue la mobilisation de la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire en ces circonstances. Une mission gouvernementale sera dépêchée dans les meilleurs délais sur les lieux du drame pour exprimer la compassion et la solidarité de l'ensemble du peuple burkinabé à nos compatriotes affectés par cet accident. C'est un communiqué du gouvernement burkinabé signé du ministre en charge de la communication. Une autre crise qui avait endeuillé des familles, celle de Yirgou dans le San Matenga. Au lendemain de la crise, une chaîne de solidarité s'est constituée pour venir en aide aux familles des victimes, mais aussi aux déplacés. Ce vendredi, Plan Burkina est allé faire un geste. Il a apporté des produits alimentaires, des nattes, des kits d'urgence pour les déplacés. Les témoignages de la remise de dons avec Maxime Zongo et Nong Bakouda. Des produits alimentaires, des nattes, des couvertures, des seaux, des kits scolaires et bien d'autres produits utilitaires, voilà le contenu du soutien de Plan Burkina aux déplacés. Ce geste de solidarité d'un montant de 52 millions de francs CFA est destiné aux sinistrés des 2 sites, Bar Salago et Foubé. Dans des situations comme ça, Plan International est toujours mobilisés dans ce genre de situation. Il y a beaucoup d'enfants qui sont concernés, mais aussi des femmes qui sont vraiment touchées par ces situations-là.
Et effectivement, nous mobilisons toutes les ressources autant que possible, les aider à surmonter ces épreuves. Cet appui de Plan Burkina, qui selon ses premiers responsables ne sera pas le dernier, s'inscrit dans la dynamique de la chaîne de solidarité qui s'est constituée au lendemain du tragique événement de Yirgou. L'onde de choc donc, a suscité surtout une chaîne de solidarité par les forces vives de la nation, en commençant même par le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale et certains ministres du gouvernement qui se sont déplacés ici à Barsalgo et à Yirgou. Aujourd'hui, nous avions en tout cas l'honneur de recevoir Plan Burkina qui est venu nous offrir un don en nature d'une valeur estimée à 52 millions de francs CFA. Plan Burkina, qui travaille particulièrement pour le droit et le bien-être des enfants, a pensé à la scolarisation de ces derniers. Il a dans son élan entrepris la construction d'une école pour l'éducation des enfants déplacés. À ce jour, ce sont 1087 personnes qui ont été accueillies à Barsalago et plus de 9000 à Foubé. Ce vendredi à Ouagadougou, les fidèles musulmans se sont retrouvés à la grande mosquée de la capitale pour dire des prières en faveur des forces de défense et de sécurité, mais aussi pour implorer Allah afin que la paix et la quiétude règnent au Burkina Faso. C'est une initiative de l'Association des petits commerçants du Burkina Faso, un appel à la prière entendu par les fidèles. Ismaël Diloma Sirima. En s'appuyant sur le Coran, l'imam de la grande mosquée de Ouagadougou indique aux fidèles l'importance de l'unité et du vivre ensemble. Il invite les musulmans à cultiver le pardon et la tolérance. Après la prière, place à des séances de bénédiction pour une paix durable au Burkina. Quand nous, les Coréens, nous nous retrouvons, nous nous adressons à Allah. C'est notre arme aussi pour contribuer à la paix, pour contribuer à ce que la paix revienne dans notre pays. Cette initiative que les jeunes ont faite, ça va dans l'ensemble du pays. Vous avez vu toutes les musulmans, chacun reste tranquille, et écouter, et prier. Inch'Allah, Dieu va nous exercer notre prière. Cette séance de bénédiction intervient à la suite d'un appel des petits commerçants. Ils souhaitent plus de quiétude pour tous les Burkinabés. De ce qu'on vient de faire, c'est général. On n'a pas choisi pour dire que celui-ci, il ne fait pas partie de notre religion. Celui-ci, il fait partie de notre religion. Non, c'est général. Quand on parle de général, il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas partie de ce qu'on a demandé. Nous demandons la paix à tous les Burkinabés. Nous demandons ce qui est en train de se passer actuellement. Vous voyez que chaque jour, il y a des morts de gauche à droite. Nous avons demandé le Dieu pour que ça s'arrête. Donc, avec la volonté de Dieu, nous savons que ça va aller. Et pour que ça marche, l'association des petits commerçants et les différents imams de la grande mosquée de Ouagadougou invitent l'ensemble des Burkinabés à être solidaires dans la lutte contre l'esprit malin. Incendie dans un marché de menuisier à Bobo-Dioulasso, des dégâts importants, mais pas de victimes en vies humaines. Ali Traoré. De la fumée, des flammes qui font des ravages, la tristesse sur les visages, c'est le constat qui se dégage ici au marché des menuisiers en face de la grande mosquée de Diaradougou. Beaucoup de dégâts matériels suite à l'incendie déclenché dans la matinée de ce lundi 21 janvier. Pas de perte en vies humaines, mais on déplore un blessé au dire des témoins. Moi j'étais dedans en train de faire le papier. Bon, tout d'un coup j'ai entendu quelques bruits, des gens qui criaient. Donc je suis sorti pour vérifier, voir ce qui se passait. Donc quand je suis sorti directement, j'ai vu de la fumée qui sortait dans la cour de l'ANPE, voilà, en venant vers le mur là. Donc les gens ont commencé à évacuer leurs marchandises. Donc quand j'ai vu la fumée, moi aussi je n'ai pas cherché à savoir. Effectivement, j'ai commencé aussi à faire évacuer mes marchandises. Donc en même temps, le feu a commencé à propager en même temps. D'une vitesse, la vitesse était très forte. Voilà. Il y a beaucoup de dégâts, hein. Il y a beaucoup de dégâts, sincèrement dit. Puis c'est la plupart, il y avait beaucoup de caisses ici, les caisses, les palettes. Il y avait un autre aussi qui vendait tous les accessoires de voitures et autres là. Il y a beaucoup de marchandises qui sont, les pertes, c'est énorme. Selon sincèrement dit. Qu'est-ce qui a provoqué l'incendie? Bon, en tout cas, l'effet est venu de la cour de l'ANPE. Les enquêtes permettront de préciser cette information.
Mais en attendant, les soldats de feu luttent ici avec les flammes pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Et les forces de défense et de sécurité veillent au grain pour sécuriser les lieux et réglementer la circulation. Des cas d'excision détectés dans la commune de Périgouan. Ce 24 janvier, la dénonciation a été faite par le directeur de l'école primaire de Kwékwéra qui a remarqué une longue absence de 35 filles dans les différentes classes. Alertées, les autorités de la localité se sont dépêchées dans les sites où les filles ont été excisées. À leur arrivée, ni les auteurs ni les victimes d'excision n'ont été trouvés et des recherches sont en cours pour pouvoir mettre la main sur les fautifs. Dimitri Badini. Plus d'une trentaine de filles victimes d'excision dans la commune de Périgouan. Dans les villages Geganao, comme ici à Kwékwéra, victimes et auteurs ont à la sauvette disparu dans la nature, laissant visiblement des traces de sang, du matériel de pansement et leur domicile vide. L'alerte est partie de l'école de Kwékwéra, où les absences relevées en classe sont en majorité des filles. C'est le directeur de l'école de Kwékwéra qui a pu faire la dénonciation. Ils ont constaté l'absence de 35 élèves, de toutes les classes. Même il y en a qui sont en classe d'examen. Et ils ont fait vraiment des visites à domicile et ils ont pu constater que les filles ont été excisées. Les filles non scolarisées qui ont été excisées aussi font que ça dépasse 35. Et je pense qu'ils ont pu dissimuler les victimes lorsqu'ils ont entendu dire qu'en fait il y a des recherches qui sont en cours. Déployée sur le terrain, la police accentue ses recherches et pour l'heure, une suspecte retrouvée sur le site d'excision, une liste des parents des filles excisées donne une lueur d'espoir de pouvoir mettre la main sur les fautifs. Tous les indices qui ont été repérés sont des pistes de recherche déjà pour eux. Et j'ai foi que cela va nous permettre de retrouver les parents. Il y a déjà la liste des parents qu'on connaît à travers l'école. Et je pense qu'on connaît aussi la liste des enfants. Voilà, si les enfants ne sont pas à l'école ni à la maison, les parents doivent pouvoir donner des explications. Et je pense que la police et la justice vont nous permettre de retrouver tôt ou tard ces filles-là, pour pouvoir leur apporter les soins. Pour le directeur Drissatou, ce forfait n'est pas nouveau, car l'excision se pratique toujours dans la clandestinité dans la province du Poni. Du reste, il invite les uns et les autres à rompre à cette loi du silence par la dénonciation, afin d'assurer l'épanouissement et le développement normal de la jeune fille. Dans l'actualité ce soir, le collectif citoyen pour la science et le développement durable dénonce la suspension de la production du coton génétiquement modifié au Burkina Faso depuis 2016. Il était face à la presse ce samedi 26 janvier 2019 à Bobo-Dioulasso. Pour le collectif, il faut un retour au coton BT, un coton qui selon lui a beaucoup d'avantages, non seulement pour les producteurs mais aussi pour le pays. Moumouni Baro. La bataille pour lever la suspension du coton génétiquement modifié, couramment appelé le coton BT, est toujours d'actualité chez certains producteurs du coton du Burkina Faso. Organisé autour du collectif citoyen pour la science et le développement durable, ces producteurs dénoncent à travers cette conférence de presse le choix du coton conventionnel. Ce type de coton est très pénible à produire car il demande beaucoup plus de traitement en pesticides et requiert aussi l'utilisation d'une main-d'œuvre importante, chose qui est devenue une denrée rare. Du point de vue santé, des producteurs de préservation de l'environnement, la production de coton conventionnel est un véritable désastre non seulement pour les producteurs eux-mêmes, mais surtout leurs familles, car n'ayant pas un équipement adapté. Pour le collectif, seul le retour au coton génétiquement modifié pourrait sauver la filière de l'or blanc au Burkina Faso. La culture de coton BT offre beaucoup d'avantages dont on peut citer entre autres l'augmentation des revenus des producteurs due à un meilleur rendement à l'hectare de coton BT, la réduction du coût total des intrants coton à l'hectare par une baisse du nombre de traitements à l'hectare et une diminution du temps de travail au champ de coton qui pourrait être utilisé pour cultiver d'autres spéculations. La culture BT permettra de mieux protéger notre environnement et la biodiversité pour les générations futures. Ces producteurs estiment que ces avantages contribueront à améliorer les revenus des producteurs et à booster la production cotonnière au Burkina.
Autre point de l'actualité, dans la COSI, la culture de contre-saison fait des émules sur le périmètre irrigué de la commune rurale de Sono. Plus de 500 personnes exploitent environ 75 hectares aménagés par l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou. Les producteurs affirment s'en sortir dans l'exploitation du site. Témoignage avec Aïcha Danda. Plus de 500 personnes trouvent leur gagne-pain sur le périmètre irrigué de Sono dans la province de la COSI. Sur 210 hectares de terres exploitables, environ 75 hectares sont occupés par les producteurs maraîchers. Patate là, on a enlevé ça, on a gagné un peu de bénéfices. Présentement, là où nous sommes là, on n'a pas un sang spécial pour cultiver en cette période. Ceux qui ont pu faire la première campagne, actuellement on est en train de vendre, mais ça c'est individuel, c'est pas en collectif. Voilà, d'ici 3 à 4 mois, bon là maintenant les étrangers viennent. Après une première vente, les occupants du périmètre irrigué de Sono sont en plein pied pour réussir la deuxième phase. On a déjà fait une première partie qui avait commencé de septembre à décembre, et puis de janvier maintenant. Vous-même, vous avez constaté qu'il y en a qui sont en train de faire et de préparer les sols pour les pépinières. Et puis vous avez vu les pépinières, et puis il y en a qui sont en train de repiquer. Le périmètre irrigué de Sono est géré par l'AMVS et tous ceux qui l'exploitent payent des taxes. Un système double pompage. Donc sur un hectare, on a 80 000 francs d'un côté et 140 000 francs de l'autre côté. Et nous avons fait une sensibilisation avec les producteurs. Quand bien même de l'autre côté, ils paient des taxes pour l'AMVS, mais pour accompagner la commune, des initiatives propres ont été prises par ces acteurs-là. Et à chaque fois qu'il y a des camions qui viennent pour le chargement, c'est eux-mêmes qui se regroupent, qui font ils ont essayé d'appuyer la commune. Seul un tiers de la superficie exploitable du périmètre est aménagée. Les autorités communales lancent un cri de cœur à l'endroit des partenaires et du gouvernement burkinabé pour qu'ils leur viennent en aide. Les gens quittent plus de 18 km, 20 km, les villages les plus reculés, mais qui viennent ici, ils ont la volonté de travailler. Et nous, en ce moment, ça nous permettra, comme on a dit, de les recadrer. Alors que pendant cette période, on a nos frères, nos sœurs qui quittent même. Souvent, on a des femmes mariées qui quittent même pour aller chercher d'autres ressources ailleurs, alors que le potentiel est là. Les difficultés rencontrées sur ces sites sont entre autres le problème d'écoulement des productions et la canalisation d'eau. Bama est une localité située à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso dans le Houé, une localité reconnue pour la culture du riz, mais pas seulement. Bama, c'est aussi une zone de fruits et de légumes, un business qui nourrit son homme si ce n'est sa femme. Reportage Karim Sissé. Eh oui, nous sommes sur l'un des sites de vente de fruits et légumes de Bama, localité située à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Ici, c'est une gamme variée de produits que ces femmes proposent aux clients. Moi, je vends uniquement de la banane et de la papaye. Sinon, mes camarades qui sont à côté vendent de la tomate, du haricot vert, des carottes et de l'oignon. Maïmouna Sankara est l'une de ces vendeuses. Grâce à cette activité, elle arrive à se prendre en charge et même à épauler sa mère qui est souffrante, nous confie-t-elle. Les jours ordinaires, je peux rentrer à la maison avec 2 000 francs, 3 000 francs ou 5 000 francs. Mais le jour du marché, je peux me faire un bénéfice de 20 000 ou même 30 000 francs. Vraiment, cette activité nous permet de faire face aux dépenses familiales. Même si les clients ne se bousculent pas aujourd'hui, certains apprécient les produits de ces vendeuses. Selon eux, ces produits sont non seulement abordables, en plus, ils sont de bonne qualité. C'est un saint à Kouka. Voilà ici des passages pour Bobo Dioulasso. Donc je m'arrête pour acheter quelques fruits pour la famille. Ce matin, j'ai acheté de la banane, plus des papayes pour la famille. Bon, en tout cas, les fruits et le coût là, c'est abordable. Bon, en tout cas, par rapport à certains coins, ici c'est abordable. Non, moi je n'ai pas beaucoup de mots. Je sais qu'ici seulement la banane est un peu moins chère par rapport à Ouaga. Beaucoup moins chère par rapport à Ouaga, c'est tout. Non, c'est bon comme ça. C'est propre. Oui. Meilleur que la ville. Oui. Parce qu'ici, ils ne mettent pas de produits, moi j'ai remarqué en tout cas. Voilà. C'est ça. Chacune de ces femmes nourrit les rêves de voir un jour prospérer son activité. Pour ce faire,
Elle compte sur l'appui des autorités communales pour avoir ne serait-ce qu'un endroit propice afin d'exercer avec sérénité leurs activités. Moment de convivialité cet après-midi au Conseil supérieur de la communication à Ouagadougou. Les conseillers et le personnel ont tenu à présenter leurs vœux de nouvel an au président Mathias Tankwano. Une occasion pour décompresser, mais aussi pour prendre de nouvelles résolutions pour l'institution qui a traversé il y a peu une zone de turbulence. Pascal Kané. Une presse plus responsable dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. C'est le principal vœu du Conseil supérieur de la communication en ce début d'année. C'est également l'occasion pour le collège des conseillers du CEC de féliciter la presse nationale et les organisations du monde de la publicité pour le travail abattu en 2018. D'abord, en un premier temps, leur souhaiter une bonne et heureuse année et aussi, surtout, dans le contexte actuel où notre pays traverse des moments particulièrement difficiles du fait des attaques terroristes et des tensions de tout genre, inviter la presse à jouer donc son rôle, qui est bien évidemment un rôle d'éveil de conscience, mais aussi un rôle qui permet d'apaiser les esprits. Pour 2019, le Conseil supérieur de la communication espère voir une presse prospère et libre. Pour cela, il compte entrer en négociation avec le ministère de l'économie pour réduire les taxes imposées aux entreprises de presse. C'est pourquoi nous avons souhaité avoir cette rencontre avec la Direction générale des impôts afin que nous puissions harmoniser nos points de vue, afin que nous voyions dans quelle mesure il peut y avoir des allègements en ce qui concerne les entreprises de presse. Concernant la liberté d'expression, j'ai particulièrement interpellé le président du Conseil supérieur de la communication sur la nécessité de mettre en œuvre enfin la loi sur le droit d'accès à l'information qui a été votée depuis quelques années déjà et qui n'est pas encore mise en œuvre. Plus d'ouverture et de collaboration est également demandée aux forces de défense et de sécurité afin que les journalistes puissent avoir des interlocuteurs fiables dans le cadre de leur travail d'information. Carnet Rose à présent, ce samedi 26 janvier, 26 militaires ont convolé en juste noces au camp Babassi, dans la capitale burkinabé. Une union devant l'officier d'état civil, mais aussi devant les parents, amis et connaissances. Désormais, ces couples se disent rassurés moralement et s'engagent pour la défense de la patrie. Zadissa Sanfo. Pluie de oui, cet après-midi au camp Babassi. Ce soir dans ce camp, existe le maniement des armes, existe aussi les réflexions sur le terrorisme et autres missions de défense et de sécurisation de la patrie. Ces 26 militaires s'offrent un court instant pour convoler en juste noces. Juste un court instant, mais précieux et assez déterminant pour la réussite des missions à venir. C'est indispensable pour les militaires d'avoir une vie de couple épanouie parce que des militaires épanouis, ce sont des militaires prêts à l'engagement, prêts au combat. Unis ici pour le meilleur et pour le pire. Pour ces militaires, c'est bon pour le moral de la troupe. Ça donne le moral. C'est pour mettre la famille à l'abri et puis bon. Le reste sans changement, c'est le travail. On a appelé à effectuer des missions. Tantôt, il faut laisser la famille aller, passer au moins les 3 mois. Au nord, souvent, il y a les missions extérieures qu'on participe. Voilà, je suis rassuré. Je suis très content, je suis très ému de la journée d'aujourd'hui. Parce que ça m'a permis de franchir une grande étape. Et passer ces instants devant le maire, ils promettent l'idylle à leur tendre et chère épouse, partout où ils seront, tant que les missions se passent bien. Et quand elles ne se passent pas bien, ils offriront leur vie à la nation, rassurés qu'elle reconnaîtra et prendra soin de ce qui fut le temps d'une vie, leur famille. À l'étranger, l'Espagne, la France et l'Allemagne se mêlent de la crise au Venezuela. Ces 3 pays viennent de donner un ultimatum de 8 jours à Nicolás Maduro pour organiser de nouvelles élections en le menaçant de reconnaître l'opposant Juan Guaidó comme président du Venezuela. Mais à la vérité, le monde se divise sur l'attitude à adopter.
La Russie, la Turquie, la Chine ou encore le Mexique ne reconnaissent que Nicolás Maduro comme président du Venezuela. Les pressions internationales s'intensifient contre Nicolás Maduro. Samedi, la France, l'Allemagne et l'Espagne ont lancé un ultimatum au président vénézuélien pour qu'il s'engage à organiser de nouvelles élections présidentielles. Une main tendue à Nicolás Maduro, mais sous étroites conditions. Que les choses soient claires. Nous ne cherchons pas à mettre à l'écart le gouvernement. Nous voulons la démocratie et des élections libres au Venezuela. Le gouvernement espagnol donne à Nicolás Maduro 8 jours pour appeler à des élections libres, transparentes et démocratiques. Et si cela ne se produit pas, l'Espagne reconnaîtra Juan Guaidó comme président du Venezuela en charge d'organiser ces élections. Mercredi, Juan Guaidó, le jeune président du Parlement vénézuélien, s'est autoproclamé président par intérim de son pays pour dénoncer la prise du pouvoir de Nicolás Maduro après des élections présidentielles jugées inéquitables par une partie de la communauté internationale. Reste que le soutien des Européens à Juan Guaidó n'est pas unanime. Les 28 pays de l'Union ne sont pas parvenus à se mettre d'accord pour fixer une échéance à Nicolás Maduro, même s'ils appellent de leur vœu l'organisation de nouvelles élections. Et puis au Brésil, après la rupture d'un barrage minier, les chances minimes de retrouver des survivants. Au moins 9 personnes sont mortes et 300 disparues dans la tragédie selon le dernier bilan des autorités de l'État de Minas Gerais. Le barrage avait été inspecté le 10 janvier dernier. Un paysage verdoyant, recouvert d'un long manteau de boue. Une marée visqueuse qui a tout effacé sur son passage, toute la topographie. En début d'après-midi, ici, dans l'état de Minas Gerais, un barrage du géant minier Vale s'est rompu, ne laissant rien ou peu de choses sur son passage. Des habitations ont été à moitié englouties par la boue, une coulée de déchets miniers toxiques selon les pompiers. Très vite, le président brésilien a pris la parole pour assurer qu'il se rendra sur place dans les prochaines heures. Nous effectuerons un survol afin de pouvoir réévaluer une fois de plus l'ampleur des dégâts et de mettre en œuvre toutes les mesures visant à atténuer les souffrances des familles des victimes potentielles, ainsi que d'examiner l'impact sur l'environnement. La population de la ville de Brumadinho est sommée de ne pas s'approcher ni d'aller observer par curiosité le lit de la rivière Paraopebea, qui pourrait avoir été contaminé. Une centaine de secouristes est mobilisée. Des dizaines d'hélicoptères tournent pour secourir les survivants. Pour le patron du groupe minier, c'est une tragédie, car le nombre de victimes pourrait augmenter. Ce que je peux vous affirmer, c'est que nous avons plus de 300 salariés sur le site. Au moins 100 ont été retrouvés en vie. Plus les heures passent, plus les chances de retrouver des survivants sont minimes, selon le gouverneur de la région. 300 personnes sont portées disparues. Et puis avant de prendre congé de vous, le rappel de ce communiqué du gouvernement burkinabé, le samedi 26 janvier 2019, aux environs de 5 heures, un camion en provenance du Burkina Faso et transportant du bétail est entré en collision avec un mini-car de transport de passagers à Kawara, en territoire ivoirien. Le bilan provisoire fait état de 15 morts burkinabés et 7 blessés graves évacués dans les structures sanitaires de Korogo en République de Côte d'Ivoire. L'ambassade et les consulats du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, en concertation avec les autorités ivoiriennes, ont pris des dispositions et les diligences nécessaires pour l'identification et la prise en charge des victimes. Le gouvernement déplore les pertes en vies humaines. Il présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement remercie les autorités ivoiriennes pour leur collaboration et leur disponibilité. Il salue la mobilisation de la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire en ces circonstances. Une mission gouvernementale sera dépêchée dans les meilleurs délais sur les lieux du drame pour exprimer la compassion et la solidarité de l'ensemble du peuple burkinabé à nos compatriotes affectés par cet accident. Signé ministre Rémi Fulgence Tanginou, ministre en charge de la communication.
Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.